Bonjour, dans cette vidéo je corrige le problème du DS numéro 8, un problème qui concerne les espaces vectoriels, les applications linéaires, les matrices et même à la fin il y a un petit rappel sur les sommes de Riemann de l'analyse, donc c'est un problème assez complet. J'ai vu en corrigeant vos copies qu'il est bon de revenir sur certaines des notions pour, disons, pallier à quelques confusions. Alors, allons-y dans la partie 1, on se place dans Rm de x, où m est un entier supérieur ou égal à 1, et on considère les polynômes ak qui sont x moins petit a exposant k. On vous demande de montrer que c'est une base, alors ça, il faut presque avoir des réflexes. Quand vous voyez une famille comme ça, A0, A1 jusqu'à n, dont les degrés pour chaque k de ak et k, vous pouvez dire tout de suite qu'elle est à degré étagé. Degré de 1 strictement plus grand que degré de 0, etc. Et ça, on sait que ça implique qu'elle est libre. Ce résultat n'est pas dans le cours, mais vous pouvez le citer comme un acquis. Alors là, certains se sont mis à essayer de démontrer qu'elle était génératrice. En fait, c'est inutile si elle a le bon nombre d'éléments. Alors, on ne dit pas dimension de bêta A. La dimension, c'est réservé à des espaces, à des ensembles. Un sous-espace vectoriel a une dimension, pas une base. Alors une base, vous pouvez peut-être écrire longueur, NEN, ou alors écrire tout simplement la phrase, elle comporte n plus 1 élément, et n plus 1 c'est la dimension de Rm de x. Donc bêta A, puisqu'elle est libre et qu'elle a le nombre d'éléments qui est égal à la dimension de l'espace, c'est une base, et vous voyez que ça nous dispense de montrer qu'elle est génératrice. En revanche, elle l'est évidemment maintenant qu'on sait que c'est une base. Et donc si on prend un polynôme P, celui-ci s'écrit, on peut même dire de façon unique, comme combinaison linéaire des AK. On veut donc connaître quels sont les coefficients de cette combinaison linéaire, puisque dans la question B, on vous demande de donner les coordonnées d'un polynôme P dans cette base. Alors prenons-en un. Bon, la base des x moins a exposant k, ça doit tout de suite vous faire penser à la formule de Taylor. Le degré de P étant plus petit que m, la formule de Taylor s'écrit P égale somme pour k égale 0 jusqu'à m, de la dérivée km de P en a sur k factoriel, ça c'est un réel, fois le polynôme x moins a exposant k. Mais x moins a exposant k, c'est ak. Donc regardez ici, tout polynôme s'écrit effectivement comme combinaison linéaire à coefficient réel des ak. Alors, vu la question A, ces réels sont uniques, et on peut répondre à la question, la matrice des coordonnées de P dans la base bêta A. Alors, vous auriez pu aussi écrire les coordonnées sont, et les citer les uns à la suite des autres. Ici, utilisons les notations matricielles, par exemple, M indice bêta A de P égale, alors, c'est un M plus 1 uplet dont les composantes sont P de A, P dérivé une fois en A, un demi de P dérivé deux fois en A, un sixième de P dérivé 3 fois en A, attention ici à bien mettre les indices de dérivation, et le dernier, 1 sur m factoriel, P dérivé n fois en A. Voilà, alors j'ai présenté ça comme une matrice, mais encore une fois, ce n'était pas nécessaire. Vous pouviez juste citer les coordonnées. Voilà pour ces deux premières questions. On poursuit avec la question 2 qui demandait de montrer que deux sous-espaces vectoriels, deux ensembles étaient des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans Rm de x. Dans la question 2, donc, on introduisait deux ensembles, FQ et G indice Q. Commençons par F indice Q, l'ensemble des polynômes de Rm de x qui sont divisibles par x moins a exposant Q. Alors, il est assez simple de montrer directement que c'est un sous-espace vectoriel de Rm de x, mais on peut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire montrer à la fois que c'est un sous-espace vectoriel et en donner une famille génératrice et même la dimension. Pour cela, il s'agissait de se souvenir du cours. Pour un polynôme P appartenant à Rm de x, quand est-ce que x moins a exposant Q divise P, si et seulement si A est une racine d'ordre au moins Q de P. Et ça se traduit par le fait que P de A, P' de A, P seconde de A, jusqu'à P dérivé Q moins une fois en A sont nuls. C'est le lien qui existe entre l'ordre de multiplicité et l'annulation des polynômes dérivés successifs en petit a. Alors, ça nous assure que ceci a lieu si et seulement si les Q premières coordonnées, ça c'est là c'est la dérivée Q moins unième, là la dérivée zéroienne, là il y a Q réels qui sont nuls, les Q premières coordonnées de P dans la base bêta 1 sont nuls, si et seulement si. Autrement dit, si et seulement si P est une combinaison linéaire des suivants. Les suivants c'est x moins a exposant Q,
x moins a exposant q plus 1 jusqu'à x moins a exposant m. Autrement dit, P est l'espace vectoriel engendré par ces polynômes. Alors, il y en a combien? M moins Q plus 1. Il y en a M moins Q plus 1. D'autre part, on sait que ces polynômes forment une famille libre, puisque c'est une sous-famille de la base. Donc, ceci est une base de f indice Q, et f indice Q est un sous-espace vectoriel de Mn de x, parce que c'est un espace vectoriel engendré. Les sous-espaces vectoriels engendrés, on le dit même dans leur nom, et sous-espace vectoriel engendré par. Et vu ici le fait qu'on a donné une famille à la fois génératrice et libre, on a la dimension qui est n moins q plus 1. Alors, pareil pour g indice q, mais cette fois il suffisait de remplacer petit a par petit b et petit q par m plus 1 moins q. Autrement dit, en utilisant une base bêta b, où les bêta b, la base b là, c'est b0, b1, b2, ou bk et x moins b exposant k pour k varie entre 0 et m. On voit de même que gq, alors lui c'est l'espace vectoriel engendré par, on peut écrire même, l'espace vectoriel engendré par ça, est un SEV de Rn de dimension. Alors, je répète, là ils vont tous, les coordonnées dans la base bêta b s'annulent pour un polynôme, et si et seulement si un polynôme est dans GQ, s'annule jusqu'au rang m-q. Donc c'est le cas si et seulement si ce polynôme est une combinaison linéaire des suivantes, c'est-à-dire des polynômes b indice m plus 1 moins q jusqu'à bm. Alors, autant la dimension de cette famille donne la longueur de cette famille donne la dimension. Il y a combien d'éléments là-dedans? M moins ça fait Q plus 1, pardon. Hein. Ça moins ça plus 1 égale Q. Dimension Q. Alors, regardez, hein, on a dimension de... Ça, c'est important. Hein, dimension de FQ plus dimension de GQ égale dimension de Rm de X. Conclusion, on a montré des résultats. Ce sont des sous-espaces vectoriels, G indice Q et F indice Q. Ils ont la somme de leurs dimensions égale à la dimension de l'espace. Vous savez que dans cette situation, on n'a plus qu'à montrer que leur intersection est réduite alors au vecteur nul, mais ici au polynôme nul, à l'ensemble qui ne contient que le polynôme nul. Alors, la plupart du temps, vous avez fait ça, hein, montrer que l'intersection était réduite à 0. En revanche, pour montrer que tout polynôme est décomposable, tout polynôme de Rm de x est décomposable comme un polynôme de fq et un polynôme de gq, c'est pas évident. Il vaut mieux utiliser les dimensions une fois que celles-ci sont déterminées. Alors, je vais quand même faire ça, hein, c'est-à-dire montrer que l'intersection est réduite au polynôme nul. Montrons ici que l'intersection de FQ et GQ et le singleton a lieu au polynôme nul. Alors, on a, si pour P, un polynôme dans FQ inter GQ, alors bien sûr, je ne fais qu'une inclusion, hein, on verra à la fin que l'inclusion singleton 0 inclus dans cette intersection est une évidence. Donc, prenons P dans l'intersection, x moins a exposant Q le divise, et x moins B exposant n plus 1 moins Q le divise. Alors, la façon la plus simple de raisonner, c'était en termes de racines. X moins a exposant Q divise P, ça veut dire que A est une racine d'ordre O moins Q de P. Je vous rappelle que l'ordre d'une racine, c'est l'entier petit k, tel que x moins a exposant K divise P et K soit maximal. On peut diviser P par x moins a au moins jusqu'à Q, donc A est une racine d'ordre O moins Q de P. De plus, B est une racine d'ordre au moins m plus 1 moins q de P. Mais A n'est pas égal à B. Donc en fait, la somme des ordres de multiplicité de deux racines de P est supérieure, là on peut ne pas mettre ou égal, à m plus 1. En ajoutant les deux ordres de multiplicité de deux des racines de P, on a déjà plus un nombre entier supérieur à son degré. En effet, le degré de P est inférieur ou égal à m. Or, vous savez que la somme des ordres de multiplicité d'un polynôme non nul de degré inférieur à m est lui-même inférieur à n. Donc la seule possibilité, c'est que P soit égal à 0. Alors, il y en a qui se sont lancés dans des études sur la divisibilité, c'était possible, en disant que x moins a exposant q divise P, x moins b exposant m plus 1 moins q divise P. Mais là, il manquait quelque chose dans vos copies pour assurer que le produit divisait P.
Ça, c'est une référence au fait que les deux sont premiers entre x-1 et x-b ont un PGCD égal à 1. On peut évidemment faire par différence ici une constante non nulle en faisant ce polynôme moins celui-là. Donc on a une relation de Bezout. Alors, vous savez que dans ce cas-là, toutes les puissances de l'un sont premières avec les puissances de l'autre. Autrement dit, ces deux polynômes-là, x-a exposant q et x-b exposant m plus 1 moins q, sont premiers entre eux. C'est ça qui vous permettait d'écrire x-a exposant q, facteur de x-b exposant m plus 1 moins q, divise p. Bon, à partir de là, vous voyez que si vous écriviez p égale ça, fois un polynôme q, vous trouviez que le degré de q devait être strictement négatif, puis que p était le polynôme nul. Alors, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que si on prend p dans f q inter gq, on a p égale polynôme nul. La remarque n'était pas nécessaire. Ceci assure que fp inter gq est donc inclus dans le polynôme nul, et on a donc... Alors, la réciproque est une évidence, je le disais au début, parce que ces deux ensembles étant des sous-espaces vectoriels contiennent tous les deux zéros. Dans ce type d'épreuve, c'est pas la peine de le rappeler. On a donc fp fq, décidément, inter gq égale le singleton ne contenant que le polynôme nul. Voilà pour cette question. Je vais passer rapidement sur la partie 2, mais néanmoins donner à corriger. Bon, avant de poursuivre, j'ai écrit la conclusion des deux points qu'on a vus précédemment. On a FQ est en somme directe avec GQ pour former Rm de X. On a vu que l'intersection de ces deux sous-espaces vectoriels était réduite à 0 et que leur dimension avait pour somme m plus 1 qui est la dimension de Rm de X qui permet de conclure. Dans la partie 2, on introduit l'application phi qui va de Rm de X dans R et qui a P associe P de 1. Donc là, on la reconnaît tout de suite, c'est l'évaluation en 1 restreinte à Rm de X. Or, on sait que, alors, la première chose à dire, c'est que l'évaluation en 1, c'est linéaire. Linéaire, alors vous pouviez le détailler, mais c'est presque évident. Vous dites que phi est la restriction de l'évaluation en 1 qui est linéaire. Et même la phrase linéaire, ça passe tout seul. D'autre part, c'est non seulement une application linéaire, mais une forme linéaire. Pourquoi forme linéaire? Parce que c'est la valeur dans R, alors que R, c'est le corps de base de notre espace vectoriel Rn de X. Et enfin, elle est non nulle. Hop. En effet, il existe des polynômes dont l'évaluation en 1 n'est pas 0. Donc, commençons par le polynôme constant. Tout polynôme constant non nul a une image par P qui est un réel non nul. Donc, c'est une forme linéaire non nulle. Et ça, c'est du cours. Les formes linéaires non nulles sont surjectives. Elle est donc surjective. Image de phi, c'est R. Tout R va être décrit. Et le rang de phi, c'est donc 1. On a démontré qu'une forme linéaire était soit nulle, soit surjective, et son rang c'est soit 0, soit 1. Alors, le théorème du rang, justement, il donne alors le lien entre la dimension de l'espace de départ, la dimension du noyau, et le rang de l'application. La dimension de l'espace de départ, c'est m plus 1. Le rang, on vient de dire, c'est 1, donc la dimension du noyau, c'est m. Alors, on introduisait, j'allais dire sans surprise, dans la question 4, les polynômes x-1 exposant k, quand k varie entre 1 et m. La première chose qu'il faut voir, alors, il fallait montrer que la famille de ces polynômes, pour k varie entre 1 et m, était engendrée le noyau. Le noyau est l'espace vectoriel engendré par ces polynômes. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ces polynômes sont dans le noyau. Pour tout k dans 1m, l'évaluation en 1 de x-1 exposant k avec k au moins égal à 1, ça fait 0. Donc phi de x-1 exposant k, ça fait 0. Donc ça veut dire que tous les polynômes x-1 exposant k entre 1 et m sont dans le noyau. Mais s'ils y sont tous, toutes leurs combinaisons linéaires y sont. Donc vous pouvez conclure presque immédiatement que l'espace vectoriel engendré par x-1 exposant k lorsque k varie entre donc l'espace vectoriel engendré par x-1 exposant k, il y a peut-être trop de parenthèses dans mon affaire là. L'espace vectoriel engendré par la famille des x-1 exposant k quand k varie entre 1 et m
est inclus tout entier dans le noyau de phi. Je vous rappelle que quand des polynômes sont dans le noyau, toutes leurs combinaisons linéaires sont dans le noyau. De plus, vous voyez que la famille que j'ai citée ici, c'est-à-dire x-1, x-1 carré, x-1 cube, x-1 exposant n, d'après les questions précédentes, sont évidemment, ça forme une famille libre, ça. Donc, la dimension de l'espace vectoriel que j'ai écrit ici, l'espace vectoriel engendré par les x-1, eh bien, c'est le nombre de polynômes qui est à l'intérieur. C'est m. Remarquez, ça s'appelle le rang. La dimension de l'espace vectoriel engendré, ça s'appelle le rang. Le rang de la famille x-1 exposant k, quand k varie entre 1 et m, c'est m. C'est son nombre d'éléments parce qu'elle est libre. Bon, alors, vous dites ça, et là, comme tout à l'heure, l'inclusion, enfin comme tout à l'heure, c'est un des avantages de travailler en dimension finie, c'est que certaines propriétés sont remplacées par ce qu'on appelle des arguments de dimension. Par exemple, il n'y a pas besoin de montrer l'inclusion réciproque. La dimension de cet espace vectoriel, c'est m. On a vu juste au-dessus que la dimension du noyau, c'est m. Comme il y a inclusion, il y a égalité égale noyau de phi. Hop, et voilà qui permet de conclure l'espace vectoriel engendré par la famille des x-a exposant k. Alors attention, j'ai mis 0 faussement ici. C'est 1, c'est très important. 1. Sinon ça fait trop. Ça fait trop de polynômes. Ben voilà, ça termine la partie 2. On passe à la partie 3. Alors, dans cette partie 3, on introduit une application qui va de R2 de x dans R2 de x, nous dit-on, et qui est un polynôme P associe 1 demi de P rond 1 demi de x plus P rond 1 demi de x plus 1, ce que l'énoncé écrit 1 demi de P de x sur 2 plus P de x plus 1 sur 2. Dans la question 5, on vous demandait de vérifier que c'est un endomorphisme. Alors là, si vous reconnaissez une question de cours, il faut au moins que deux choses apparaissent. D'abord, que vous ayez bien conscience que f va de R2 de x et a valeur dans R2 de x. Alors, on pouvait bien sûr faire confiance à l'énoncé et dire f est à valeur dans R2 de x. Bon, on peut aussi le vérifier, c'est pas très long. Pour P dans R2 de x, P rond 1 demi de x est encore un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Ça veut dire, si le degré de P est inférieur ou égal à 2, celui de P rond 1 demi de x et celui de P rond 1 demi de x plus 1 est inférieur ou égal à 2. Donc leur somme a aussi un degré inférieur ou égal à 2. Alors, que cette vérification soit faite ou pas, il fallait bien écrire quand même que f va de R de x dans R de x est à valeur dans R de x. D'autre part, il fallait surtout que le mot linéaire apparaisse. Vous voyez, dans une question de cours, on attend les deux mots qui sont les plus importants quand on définit un endomorphisme. C'est le endo pour dire que ça va d'un ensemble dans lui-même, et morphisme ici, comme à chaque fois qu'on parle de morphisme dans les espaces vectoriels, c'est les applications linéaires. Donc il fallait... Bon, alors après, vous pouvez le faire avec des lambda et des mu. Moi, j'ai choisi de le décomposer. Là, P donne P rond 1 demi de x et P donne P rond. Ici, attention, j'y suis allé un peu trop vite. P rond 1 demi de... Hop. P rond 1 demi de x plus 1 sont des applications linéaires. Donc F aussi. F est linéaire. Linéaire de R2 de x dans R2 de x, c'est donc un endomorphisme de R2 de x. On peut écrire F appartient à l'ensemble des applications linéaires de R2 de x dans lui-même. Voilà. Alors, dans la question d'après, on vous demandait de déterminer sa matrice, sur la base canonique. La base canonique, c'est bêta égale 1x x carré. Donc là, sous forme de réflexe, il faut calculer l'image des vecteurs de base. Alors, f2, alors je ne refais pas le calcul, je mets les résultats. f de 1, c'est 1. f de x, c'est 1 demi de x plus 1 quart. La plupart, vous avez écrit ça comme ça parce que vous avez l'habitude d'écrire les polynômes sous forme de somme de monômes de puissance décroissante. Donc vous obteniez 1 demi de x plus 1 quart, et pour x carré, vous voyez, x carré, il suffit d'écrire x sur 2 au carré, plus x plus 1 sur 2 le tout au carré, divisé encore par 2 après. Donc 1 demi d'x carré plus 1 quart de x plus 1 huitième. Alors, que ce soit écrit comme ça ou dans l'ordre des puissances croissantes, au moment de traduire
il faut faire attention. Mat dans la base bêta de petit f, je vous rappelle que c'est la matrice des coordonnées de f de 1, f de x, f de x carré dans la base 1, x, x carré, et pas x carré, x1. Donc 1, x, x carré. Vous voyez que f de 1 c'est 1, et 1 c'est 1 fois 1 plus 0 fois x plus 0 fois x carré. F de x c'est 1 quart fois 1 plus 1 demi. Je vais mettre ça sous forme de slash. Donc 1 quart ici, 1 demi là et 0. Et enfin f de x carré. Ici c'est 1 huitième fois 1 plus 1 quart fois x plus 1 quart fois x carré. Donc voilà la matrice dans la base bêta de petit f. Alors pour la suite, et je vais le dire tout de suite, on remarque que c'est une matrice triangulaire supérieure dont tous les coefficients diagonaux sont non nuls. On peut citer cette phrase, hein, c'est un résultat connu, c'est un résultat de cours. Donc cette matrice 3, 3 est inversible. Qu'est-ce qu'on peut en dire du coup si la matrice d'une application linéaire d'un espace vectoriel de dimension 3 dans lui-même est inversible, c'est que cette application linéaire est une bijection. Alors on va pouvoir conclure, on va dire que c'est un isomorphisme de R2 de X, on peut même dire un automorphisme de R2 de X. J'ai écrit en haut du tableau les conclusions qu'on a tirées du calcul de la matrice. Donc la matrice dans la base bêta de f est une matrice 3,3 triangulaire dont les coefficients diagonaux sont tous non nuls. Elle est inversible, donc petit f est bijective. Attention, je vais remettre ce tableau. F est donc un isomorphisme. Un isomorphisme, vous pouviez même écrire un automorphisme de R2 de X. Une remarque sur les notations. La matrice dans la base bêta de petit f, on dit qu'elle appartient à GL3 de R. Donc petit f appartient à GL de R2 de X. Groupe linéaire de R2 de X, ça c'est l'ensemble des matrices 3,3 inversibles. Je vous rappelle que c'est tout à fait logique qu'elle soit 3,3 puisque la dimension de R2 de X c'est 3. Hein. D'accord ? Alors, dans la question 7, on introduisait une famille de polynômes UVW formant une famille bêta prime, où U égale 1, V égale 1 moins 2x, et W égale 1 moins 6x plus 6x carré. Là, la première étape était de dire que c'était une base. Bon, on a déjà fait plusieurs fois ce raisonnement. Hein. UVW étant une famille de 3 polynômes à degrés étagés dans R2 de X, c'est une base de R2 de X. Hein. Je vous rappelle que la dimension de R2 de X, c'est 3. Une remarque, vous pouviez écrire la matrice de la famille bêta prime dans bêta. Donc ça, c'est les coordonnées de UVW respectivement dans la base 1x, x carré. Bon, comme c'est la base canonique, 1x, x carré, ça va tout seul. Hein. Ça, c'est les coordonnées de U, les coordonnées de V, les voilà, et les coordonnées de W, les voilà. Avec le même argument que tout à l'heure, matrice 3,3 triangulaire supérieure à coefficients diagonaux tous non nuls, ça c'est dans GL3 de R aussi, ce qui assurait que cette famille était une base, hein, puisque on sait que la matrice d'une famille est inversible si et seulement si celle-ci est une base de l'espace considéré ici R2 de X. Une remarque d'ailleurs, ça s'appelle la matrice de passage. Ça c'est égal à la matrice de passage de bêta vers bêta prime. Matrice de passage qui pouvait être utilisée dans la suite de la question, qui demandait la matrice de petit f dans la base bêta prime, maintenant qu'on sait que c'est une base. Là, il y a plusieurs techniques qui sont possibles, dont des changements de base. Bon, néanmoins, il y avait une indication dans l'énoncé. On verra que la matrice à trouver est diagonale. Ce qui, quand même, permettait de guider les calculs, et notamment de partir tout de suite sur le calcul de f de u, f de v et f de w, en se demandant si on n'aura pas respectivement constante u, constante v et constante w. Bon, je vais faire ça d'une ou deux façons. Sachez que la formule de changement de base était aussi possible. Ça sera peut-être la dernière façon que je proposerai pour cette question. Alors, pour faire la fin de la question, c'est-à-dire déterminer la matrice dans la base bêta prime de petit f, il y avait plusieurs méthodes.
Disons que moi, ici, j'ai privilégié une méthode qui mélange une approche matricielle et vectorielle, sachant qu'ici, les vecteurs, c'est des polynômes. Vous pouviez utiliser presque exclusivement des vecteurs, donc que des polynômes, ou presque exclusivement des matrices avec la formule de changement de base. J'ai appelé M ici la matrice dans la base bêta de petit f. Pour simplifier les calculs, j'ai multiplié tous ces coefficients par 8, puisqu'il y avait un huitième ici, là. Vous reconnaissez là, 1, 1 quart, 1 huitième, etc. C'est bien la matrice trouvée tout à l'heure que j'appelle M. Alors, quand on a ça, c'est pratique pour trouver l'image de n'importe quel polynôme. Notamment si on veut les images de U, V et W, il suffit de multiplier M par la matrice dans la base bêta de ces polynômes. La matrice dans la base bêta de U, c'est 1, 0, 0. La matrice dans la base bêta de V, c'est 1, moins 2, 0. 1, V, c'est 1, moins 2x. De même, la matrice dans la base bêta de W, c'est 1, moins 6, 6, puisque W, c'est 1, moins 6x plus 6x carré. Donc vous voyez que, alors évidemment, quand on multiplie M par 1, 0, 0, on retrouve 8, 0, 0 divisé par 8, ça fait 1, 0, 0. Ça, en fait, hein, ça c'est un petit peu inutile. Inutile car f de U égale U est déjà connu. Or, U c'est 1, donc f de 1 égale 1. En revanche, quand on multiplie notre matrice par 1 moins 2, 0, alors je vous laisse faire les petits calculs, hein, là il n'y a que 2, on trouve 4 moins 8, 0 ici, avec le 8e, hein, 4 moins 8, 0. Autrement dit, ici il vient 1 demi, ouvrez la parenthèse, 1 moins 2, 0. Et ça c'est 1 demi de matrice dans la base bêta de U. Alors regardez, M fois matrice dans la base bêta de V, pardon, excusez-moi, j'ai écrit, c'est V, matrice dans la base bêta de V. Donc M fois matrice dans la base bêta de V, c'est 1 demi de matrice dans la base bêta de V, c'est-à-dire que F de V, c'est 1 demi de V. Même chose, après multiplication par 1 moins 6, 6, on trouve 2 moins 12, 12. 2 moins 12, 12. Et ça, c'est 1 quart de 1 moins 6, 6. Bon, à chaque fois, si on a un petit doute, on savait que ça allait être constante. Hein. F de V allait être constante V et F de W allait être constante W parce qu'on nous a annoncé que la matrice voulue est diagonale. Bon, les calculs le confirment. Ça, c'est 1 quart de la matrice dans la base bêta de W. Donc F de W, c'est 1 quart de W. Et ça, il faut absolument le mettre. Bon, une fois qu'on a ça, alors il faut se demander quelle est la matrice dans la base bêta prime de F. Eh bien, c'est la matrice 3, 3 constituée des coordonnées de U sur l'image de F de U, l'image de U, pardon, les coordonnées de F de U sur la base UVW. Vous voyez bien sûr que c'est 1, 0, 0. Les coordonnées de F de V sur la base UVW, c'est 0, 1 demi, 0. Et enfin, les coordonnées de F de W sur la base UVW, c'est 0, 0, 1 quart. Ce qui donne bien, évidemment, une matrice triangulaire. Enfin oui, elle est triangulaire, mais surtout diagonale. Alors, si vous ne vouliez pas utiliser la matrice trouvée, vous pouviez faire les calculs d'emblée. F de V égale, vous rentrez, alors F de U égale U était connu, F de V égale, vous rentrez là-dedans 1, moins 2x, etc. Vous allez trouver finalement 1 demi moins grand x, et vous allez dire que c'est 1 demi de, ouvrez la parenthèse, 1 moins 2x, et dire que c'est 1 demi de V. De même pour f de W, vous rentrez f dans le procédé associé, vous rentrez W dans le procédé associé à f. Vous allez trouver 1 quart moins 3 demi de x plus 3 demi de x carré. Et ça, vous allez remarquer, parce qu'on vous a donné l'indication, que c'est 1 quart de 1 moins 6x plus 6 x carré, c'est-à-dire 1 quart de W.
Là, hein, on n'a pas du tout utilisé la matrice de petit f, on a fait le calcul, enfin je l'ai pas fait, hein, j'ai mis entre pointillés là. Bon, la conclusion ici est la même, hein, on revient ici, on en déduit que, et donc la matrice finale. Bon, voilà, je pense, les deux méthodes les plus rapides. Je dis quand même un petit mot de la formule de changement de base. De toute façon, l'inverse de la matrice de passage va nous servir un peu plus tard. Alors, j'ai évoqué la formule de changement de base. C'était sans doute une méthode plus longue, mais je vais quand même en dire un mot. J'ai appelé Q la matrice dans la base bêta de la famille bêta prime, en fait, de la base bêta prime. C'est la matrice de passage ou de changement de base de bêta vers bêta prime. Je l'ai appelé Q plutôt que P parce que c'est plein de polynômes P ce problème. Donc appelons Q la matrice de passage. C'est la matrice de tout à l'heure, hein. 1, 0, 0, 1, moins 2, 0, 1, moins 6, 6. Alors, on a la matrice dans la base bêta prime de F, disons que j'appelle M prime, où M prime c'est la matrice M de tout à l'heure, multiplié à droite par Q et à gauche par Q-1. M' c'est Q-1 NQ. Ça, c'est la formule de changement de base. Dans le cours, c'est A' égale P-1 MP. Mais ici, la matrice de changement de base s'appelle Q. Et la matrice des applications linéaires, d'abord dans la base B, dans la base B' s'appelle M et M'. Bon, non, le problème, si vous voulez, de cette méthode, c'est que pour faire les calculs, il faut Q-1. Et on l'a pas. Alors, c'est pas très compliqué parce que c'est une matrice triangulaire, donc il suffit d'inverser un système qui est déjà échelonné en fait. Bon, et puis le double produit matriciel, là, c'est jamais très facile à faire. Enfin, si vous voulez faire une matrice purement matricielle, c'est comme ça. Moi, je pense que la méthode vue au début de la correction là est la meilleure. Alors, on poursuit dans cette question 7 avec le petit b. On vous demandait de trouver le noyau de f moins identité. Alors, vous pouviez bien sûr utiliser la base bêta, c'est-à-dire pour un polynôme p appartenant à R de 2x, l'appeler axa plus bx plus cx carré, par exemple. Comme un peu plus tard, ça va être fait. Mais ici, si vous voulez, dans cette A, on vous a fait utiliser la matrice dans une nouvelle base. En fait, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Et si vous regardiez un petit peu les questions qui suivent, les notations qui s'imposent, alors, c'était pas forcément celle-là que vous allez choisir, mais disons que je les appelle alpha, bêta, gamma, quoi? Les coordonnées de mon polynôme dans la base B', c'est-à-dire que P égale alpha U plus bêta V plus gamma W. C'est ça la bonne idée pour caractériser le fait que P soit dans le noyau de F moins identité, un demi de l'identité et un quart de l'identité. C'est d'utiliser la base bêta' pour caractériser P. Je vous explique notamment avec les matrices, ça va très vite. On introduit donc la matrice dans la base bêta' de P, c'est la colonne alpha, bêta, gamma, ou alpha, bêta, gamma, c'est les réels qui sont justement les coordonnées de P dans la base du VW. Quand est-ce que P, il s'agit alors de raisonner par équivalence le plus possible hein, quand on cherche un noyau. Quand est-ce que P appartient au noyau de F moins identité? Eh bien, quand sa matrice dans la base B', multipliée par la matrice de F moins identité dans la base B', va faire 0, 0, 0. Mais c'est quoi la matrice dans la base B' de F moins identité? Eh bien, la matrice dans la base B' de F moins la matrice de l'identité. La matrice de l'identité, c'est I3. Donc ça va faire M' moins I3. M' moins I3, ben, vous enlevez des... Alors, il vient, je crois, M' moins I3, ici, il va venir, c'est pas tout à fait, c'est M'. Alors, M' ici, il vient 0, ici, il y avait 1 demi moins 1, donc ça fait moins 1 demi, et là, il y a 1 quart, donc ça fait moins 3 quarts. Voilà, j'avais mal recopié mentalement la matrice M'. Donc, ici... vous voyez que ça a lieu si et seulement si moins 1 demi de bêta égale 0 et moins 3 quarts de gamma égale 0. Autrement dit, si et seulement si bêta égale gamma égale 0. Si et seulement si P est de la forme alpha U ou alpha appartient à R. Donc ceci assure très vite que le noyau de F moins identité, c'est R fois U. La droite vectorielle engendrée par le polynôme U.
Alors vous voyez que le raisonnement va être très proche pour f moins 1/2 de identité et f moins 1/4 de identité. Alors, si ici vous n'utilisiez pas la matrice, vous calculiez directement f de p en utilisant f de u, f de v et f de w calculé à la question précédente. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas utiliser la matrice alors voilà. Là encore, une méthode purement vectorielle peut être envisagée. Là, j'ai utilisé une méthode qui mêle les vecteurs et les matrices en prenant les matrices des vecteurs, autrement dit des polynômes ici, dans une certaine base. Ce qui était important, c'était d'utiliser la base bêta prime, bien sûr. On raisonne bien sûr de même pour trouver les deux autres noyaux. Donc, dans la base bêta prime, j'insiste, la matrice de P, c'est alpha, bêta, gamma. P est dans le noyau de F moins 1/2 de l'identité, si et seulement si M' moins 1/2 de I3 fois sa matrice et la colonne nulle. M' moins 1/2 de I3, je rappelle que M' c'est la matrice diagonale 1, 1/2, 1/4, donc ça fait moins 1 moins 1/2, donc ici 1/2, 1/2 moins 1/2, 0. 1/4 moins 1/2, moins 1/4 facteur de alpha bêta gamma égale 0, 0. Vous voyez qu'on a un système très simple qui est 1/2 de alpha égale 0, 1/4 de gamma égale 0. Ça a lieu si et seulement si alpha égale gamma égale 0, autrement dit si et seulement si P est un multiple de V. Même chose pour le noyau de F moins 1/4 de... Attention, ici j'ai voulu aller un peu vite, j'ai pas écrit identité. F moins 1/4 de id. Hop. Si et seulement si, cette fois la matrice M' moins 1/4 de I3, autrement dit 3/4, 1/4, 0, facteur de alpha, bêta, gamma. Et la colonne nulle, c'est-à-dire si et seulement si alpha égale bêta égale 0, c'est le cas si et seulement si P est un multiple par un scalaire, j'entends, de W. On obtient donc le noyau de F moins 1/2 dans l'identité, c'est la droite vectorielle engendrée par V, et le noyau de F moins 1/4 d'identité, la droite vectorielle engendrée par W. Alors l'année prochaine, vous verrez que ça s'appellera l'espace, le sous-espace propre associé à la valeur propre 1/2, et ça le sous-espace propre associé à la valeur propre 1/4. RU étant le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Mais c'est du vocabulaire qui sera introduit l'année prochaine. Alors, dans la partie 4, on a étudié les puissances de petit f. Puissance au sens de la composition, bien sûr. C'est-à-dire que f exposant 0, c'est identité, et pour n supérieur ou égal à 1, f exposant n, c'est f moins f moins f moins f, n fois. Dans la question 8a, qui était une question technique, question de changement de base, si vous voulez, on introduisait un polynôme qui s'appelait donc P, et dont les coordonnées sur la base bêta étaient abaissées, au sens où on l'écrivait A plus BX plus CX carré. Et les coordonnées sur la base bêta prime étaient alpha, bêta, gamma, au sens où on l'écrivait alpha U plus bêta V plus gamma W. On vous demandait les liens entre A, B, C et alpha, bêta, gamma. Vous pouviez ne pas passer par cette écriture matricielle et identifier des polynômes. Vous savez que sur n'importe quelle base, et notamment la base canonique, deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients. Donc vous pouviez identifier alpha U plus bêta V plus gamma W avec A plus BX plus CX carré. Mais bon, on sait ici que matriciellement, la formule de changement de base, c'est X égale QX', où Q est la matrice de changement de base, c'est-à-dire que ABC, c'est la matrice qu'on a appelée Q tout à l'heure, là, de la base bêta prime dans la base B, multipliée par alpha, bêta, gamma. Il faut donc trouver maintenant ABC en fonction de... alors, justement, on demandait en fait d'inverser la matrice, puisque il fallait trouver alpha, bêta, gamma en fonction de ABC. Ce qui revient, on va le voir tout de suite, à inverser la matrice Q. Faisons cela. J'ai écrit ici l'égalité matricielle auquel je faisais référence à l'instant. La matrice dans la base bêta de P, c'est-à-dire ABC. C'est la matrice dans la base bêta de bêta prime, c'est-à-dire ici la matrice Q de tout à l'heure, multipliée par la matrice dans la base bêta prime de P. Souvenez-vous de la formule de changement de base, grand X est égal QX', ou PX' si la matrice s'appelle P, mais comme le polynôme s'appelle P, c'était un peu maladroit. Ça s'écrit A égale 1, 1, 1, 0, moins 2, moins 6, 0, 0, 6, multiplié par alpha, bêta, gamma, c'est-à-dire alpha plus bêta plus gamma égale A,
moins 2 bêta moins 6 gamma égale B, et 6 gamma égale C. Ça, c'est... Alors, vous n'étiez pas, évidemment, obligé d'utiliser cette méthode matricielle. Le plus simple était peut-être d'identifier alpha U plus bêta V plus gamma W à A plus BX plus C X carré. Mais qui dit identification dit qu'on utilise l'unicité. Unicité de quoi? Des coefficients sur la base 1x x carré, donc sur la base canonique, du polynôme P ici. Bon, alors une fois que vous en étiez là, il s'agissait d'inverser le système. Gamma c'est 1/6 de C. Ici vous mettez de l'autre côté si gamma et on divise par moins 2, donc bêta c'est moins 1/2 de, j'ai oublié ici le petit bêta, le petit B, moins 3 gamma, et enfin alpha c'est A moins bêta moins gamma. Finalement un calcul assez simple donne... Alors, alpha égale 1 plus 1/2 de B plus 1/3 de C, bêta égale moins 1/2 de B moins 1/2 de C, et gamma égale 1/6 de C. Une remarque, ce que l'on vient de faire là, c'est exactement les techniques à partir d'un système pour inverser la matrice qui est là. Regardez, ici j'ai la colonne alpha bêta gamma égale une matrice fois ABC. Quelle matrice? Tiens, on va mettre 1/6 en facteur, multiplie par 6 ici tous les coefficients. À savoir 6, 3 et 2 là, hop, j'enlève celui-là là. Ici il y a 1 demi et 3, donc 6, 3, 2, ici 0, moins 3, 0, 0, 1. Voilà, ça là c'est par la technique de la version utilisant un système, l'inverse de Q. Alors, si cette matrice est la matrice de la base bêta prime dans la base gamma, son inverse c'est la matrice des coordonnées de bêta dans la base bêta prime. Ça donne bien alpha, bêta, gamma en fonction de ABC. Ce sont aussi respectivement les matrices de passage, l'une de bêta vers bêta prime, l'autre de bêta prime vers bêta. Voilà pour cette question, on poursuit. Alors dans la question 8b, on considère un polynôme P égale alpha U plus bêta V plus gamma W, c'est-à-dire dans les coefficients dans la base UV sont alpha, bêta, gamma. Et on vous demandait l'expression de F exposant N de P. Bon là, j'ai mis deux techniques, bien sûr, il ne faut pas faire l'une et l'autre, vous faites l'une ou l'autre. Une technique que j'appelle vectorielle, où ici les vecteurs sont des polynômes, donc on applique f exposant n à cette égalité, f étant une application linéaire, f exposant n l'est aussi. Autrement dit, il vient alpha fois f exposant n de u, plus bêta fois f exposant n de v, plus gamma fois f exposant n de w. On sait que f de u c'est u, f de v c'est 1/2 de v, et f de w c'est 1/4 de w. Alors, par une récurrence presque immédiate, là vous pouvez l'écrire, par une récurrence immédiate, exposant n de u égale u, f rond f moins f rond f de v égale 1/2 exposant n, c'est-à-dire 1 sur 2 exposant n fois v. À chaque itération, à chaque fois qu'on compose par f, v est multiplié par 1/2. Donc après n composition, il vient 1 sur 1/2 exposant n fois v, c'est-à-dire 1 sur 2 exposant n. De même, f exposant n de w, c'est 1/4 de 1 sur 4 exposant n fois W. Alors, la conclusion de la question, c'était comme ça, avec cette méthode, disons, vectorielle. Mais encore une fois, ici, les vecteurs sont des polynômes. F exposant n de P, c'est alpha U, plus bêta sur 2 exposant n V, plus gamma sur 4 exposant n W. Si vous vouliez une méthode plus matricielle, vous traduisiez ça sous forme de vecteur colonne. La matrice dans la base B' de P, c'est alpha, bêta, gamma. Donc la matrice dans la base bêta prime de Fn de P, c'est la matrice de F multipliée n fois par elle-même, multipliée par la colonne alpha, bêta, gamma. N', c'est la matrice qui a 1/2 et 1/4. Alors là, ça fait 1/2 exposant n et 1/4 exposant n, avec ici des 0, des 0, des 0, des 0. Alors attention, cette formule de multiplication là, elle n'est valable que pour les matrices diagonales. On a vu que diag de
A1, B1, A1, A2, A3, multiplié par diag de B1, B2, B3, ça fait diag de A1, 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 B1, A2, B2, A3, B3. Donc ça, c'est vrai par récurrence pour ce type de matrice. La matrice dans la base bêta prime de Fn de P, c'est cette matrice-là, hein, que vous avez compris, c'est 1, 0, 0, 0, 1 sur 2 exposant n, 0, 0, 1 sur 4 exposant n. Ici, on retrouve alpha, bêta sur 2 exposant n, gamma sur 4 exposant n. Et la conclusion est la même, égale, je le mets ici, égale alpha u plus bêta sur 2 exposant nv plus gamma sur 4 exposant n w. Hop, bien sûr, les deux méthodes donnent le même résultat. Voilà, on passe à la petite c. Pour terminer la question 8, on vous demandait les coordonnées dans la base A1xx carré de Fn de P. Alors, là c'était clairement une question qui permettait de faire la synthèse de A et de B. F exposant n de P, c'est alpha fois U, plus 1 sur 2 exposant n fois bêta fois V, plus 1 sur 4 exposant n fois gamma fois W. Et alpha, bêta, gamma sont en fonction de ABC, les trois réels que j'ai mis là. Alors il n'y avait plus qu'à calculer en remplaçant U par sa valeur, qui vaut 1, V par sa valeur, 1 moins 2x, et W par sa valeur, 1 moins x plus 6, x carré. Alors finalement, ça fait AN plus BNX plus CNX carré. Vous voyez que les constantes, donc AN vont venir de là, A, moins 1 sur 2 exposant NB. Là aussi il y a une constante et là il y a une constante. Donc si on réunit en B il y a 1 demi de B plus ça là. Donc 1 demi moins 1 sur 2 exposant NB. Là il y a une constante qui va venir, une constante en C qui est ici. Et donc les constantes en C c'est 1 tiers. Moins 1 sur 2 exposant n plus 1 qui vient de là. Et 1 sur 6 fois 4 exposant n. De même, on en déduit Bn, hein, l'unique coefficient suivant x, pardon. Donc vous voyez qu'il vient d'une part d'ici, là, donc 1 sur 2 exposant nb, et d'autre part alors en C, hein, il y a celui-là fois celui-là, et ça fois ça. À savoir 1 sur 2 exposant n moins 1 sur 4 exposant n fois c. Et enfin Cn, unique coefficient en x carré, vient de ça fois ça, à savoir 1 sur 4 exposant n de c. Voilà le calcul, hop, qui donne les coefficients. Alors, à l'époque du DS, vous étiez sans doute pas encore à l'aise avec les matrices de changement de base, mais remarquez, là j'ai fait une remarque. Alors, les deux méthodes sont bien sûr aussi recevables l'une que l'autre. La deuxième peut-être un peu plus efficace, quoique là, hein, tous les calculs étaient faits pour que l'on puisse conclure. ANBNCN, c'est la matrice de F1F1F n fois appliquée à ABC. Mais ça, c'est la matrice dans la base bêta, hein. Bien sûr, puisqu'ici on raisonne, ABC c'est les coordonnées dans la base bêta de mon polynôme. Donc c'est la matrice de f exposant n, autrement dit m exposant n fois ABC. Seulement on a vu que m' c'était q-1 mq, autrement dit m, et c'est pour ça que je pense que vous étiez vous n'étiez pas capable de faire ça au moment du DS. Si m' c'est q-1 mq, m c'est q m' q-1. Je vous laisse regarder, hein, il faut multiplier une fois à gauche et à droite par Q et Q-1 fois ABC. Mais ça, là, on a déjà vu que quand on a deux matrices comme ça, Q fois Q-1, et qu'on élève un produit de la forme Q, M', Q-1 exposant N, toutes les matrices Q fois Q-1 contiguës vont faire l'identité, et ça va faire Q, M' exposant N, Q-1 ABC. Alors, bon, évidemment, il fallait le voir. Ici, Q-1 fois ABC, c'est ce qu'on avait appelé alpha, bêta, gamma. Et là, M' exposant N, c'est une matrice particulièrement simple à calculer, puisque M' est la matrice diagonale, dont les coefficients diagonaux sont 1, 1 demi et 1 quart. J'écris ça
sachant que c'était évidemment plutôt ça qui était attendu. J'ai écrit ici ce que je vous disais sur la matrice colonne AN, BN, CN, c'est-à-dire la matrice des coordonnées du polynôme f exposant n de p. C'est q fois m' exposant n, mais m' est diagonale de termes diagonaux 1, 1 demi, 1 quart. Donc, et seulement dans ce cas-là, hein, c'est compliqué de calculer la puissance énième d'une matrice. Pas tellement de calculer la puissance énième d'une matrice diagonale. Il vient 1, 1 sur 2 exposant n, 1 sur 4 exposant n. Ici, la matrice Q-1, et là, la colonne ABC. La matrice Q-1, on l'a calculée tout à l'heure. Q, c'est la matrice des coordonnées de UVW dans la base 1x, x carré. Sa première colonne, c'est 1, 0, 0. Sa deuxième, 1, moins 2, 0, etc. Remarquez qu'ici, quand même, le double produit matriciel était sans doute plus long que les identifications sur les coefficients de polynômes que nous avons fait. Alors, pour terminer cette partie, il reste la question 9. On a introduit le réel Rn qui est phi de f exposant n de p, c'est-à-dire f exposant n de p qui est un polynôme évalué en 1. Or, f exposant n de p étant an plus bnx plus cnx carré, ce qui évidemment il fallait écrire, c'est Rn égale an plus bn plus cn. Ce qui est en dessous est presque moins important, quoique si, ça permet de conclure. J'ai mis en vrac ce qui concernait A, B et C sans trop chercher à simplifier. Vous voyez que A n'intervient que dans AN, B intervient dans BN et CN, C intervient dans AN, BN et CN. Après regroupement des termes, il vient A plus une quantité devant B qui commence par 1,5 plus des termes en 1 sur 2 exposant n plus 1 et 1 sur 2n. Vous voyez, j'ai pas cherché à simplifier en C, là on peut le faire pourtant, hein. On peut simplifier ça. C'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tous les termes ici où des puissances de n apparaissent tendent vers 0 quand n tend vers l'infini. Autrement dit, quand n tend vers l'infini, Rn tend vers un réel qui est A ici, 1,5 de B et 1/3 de C. Alors il fallait simplement remarquer ensuite que d'autre part, l'intégrale de 0 à 1 de P de T dt, c'est l'intégrale de 0 à 1 de A plus BT plus CT carré dt. Ça, c'est des primitifs connus. Hein. La primitive de T donne T, c'est T donne 1,5 de T carré. T donne T carré, 1/3 de T cube. Si on prend les variations entre 0 et 1, on trouve A ici plus 1,5 de B plus 1/3 de C. On a donc bien limite de Rn quand n tend vers l'infini égale intégrale de 0 à 1 de P de T dt. Voilà qui achevait la partie algèbre de ce problème. La suite consistait à retrouver ce résultat en voyant que Rn est une somme de Riemann associée à la fonction P et à une subdivision de 0,1 qu'il faudra bien identifier. Voilà, je verrai si je poursuis cette vidéo ou si je fais le reste sur papier ou sous format numérique. Ça dépendra du poids actuel et de la taille de la vidéo. Bon, peut-être à bientôt ou peut-être à tout de suite.